Bonjour à tous. Dans cette série sur comprendre la neuroplasticité pour mieux apprendre, on voit un ensemble de principes pour favoriser l'apprentissage. Au cours des dernières vidéos, on s'est concentré sur l'un des principes, qui est le principe d'activation répétée. Pour comprendre ce principe, on a notamment comparé le cerveau à une forêt. Si on emprunte à plusieurs reprises le même chemin dans une forêt, il y a un sentier qui s'établit. Et les sentiers dans une forêt nous permettent de nous déplacer plus facilement dans cette forêt-là. Mais lorsqu'on apprend, un phénomène tout à fait similaire se produit. Lorsqu'on active les neurones à plusieurs reprises, il y a des chemins qui se tracent dans notre cerveau, des connexions neuronales qui se forment, et il y a donc ce qu'on appelle techniquement des réseaux de neurones qui s'établissent, et la création et la consolidation de réseaux de neurones est quelque chose de tout à fait important pour apprendre. Dans cette vidéo, on va voir une stratégie importante pour mettre en application ce principe d'activation répétée, c'est de planifier plusieurs moments d'activation. Donc, on va voir cette semaine les différents facteurs qui peuvent influencer l'efficacité de cette planification et on va voir que parmi ces facteurs, la durée des activités pédagogiques n'est pas un élément déterminant. Pour mettre en application le principe d'activation répétée, une première stratégie importante est de planifier plusieurs moments d'activation. Combien? C'est difficile à dire parce que ça dépend du degré de complexité de la tâche, ça dépend des connaissances antérieures sur le sujet, mais il faut planifier assez de moments d'activation pour que la tâche demandée devienne assez facile. Et pour planifier ces moments d'activation, il faut bien sûr planifier des activités pédagogiques qui permettront ces moments d'activation. Dans une vidéo précédente, on a vu le type d'activité pédagogique qui permet d'optimiser les chances d'activation des neurones. On a vu que les approches actives qui nécessitent de produire quelque chose, de produire une réponse, une explication, un schéma, une démarche pour résoudre un problème, ce type d'approche-là est susceptible d'activer les neurones. Parce que bien sûr, s'il faut produire quelque chose, cette production nécessite obligatoirement l'activation des neurones. En contrepartie, les approches plus passives, comme d'écouter ou de lire, peuvent engendrer de l'activité cérébrale, mais pas nécessairement. Quelqu'un peut nous dire quelque chose et on ne va pas nécessairement écouter et intégrer l'information, on peut être distrait par exemple. Donc, les approches actives peuvent mener à l'activation des neurones, mais pas toujours. Et conséquemment, lorsqu'on planifie les moments d'activation, il faut s'assurer d'avoir une assez bonne proportion d'activités d'apprentissage actif où on doit produire quelque chose et donc activer les neurones. Dans cette sélection des activités, l'une des choses qu'on pourrait se dire, c'est qu'il faut planifier de longues activités d'apprentissage au cours desquelles il y aura de longs moments d'activation. Mais en fait, la durée de l'activité d'apprentissage n'est pas vraiment importante. Une activité d'apprentissage qui est très longue, mais au cours de laquelle on aura peu de moments d'activation, va contribuer relativement peu à l'apprentissage. Ce qui est déterminant, en fait, c'est que les activités incluent, c'est le nombre d'activations qu'il y aura au cours des activités et de façon plus générale au cours de la séquence d'apprentissage. Ce nombre d'activations est important. L'intensité de chacune des activations. Est-ce que la tâche est assez exigeante pour exiger la concentration et donc l'activation notable de l'activité cérébrale? C'est un autre facteur à considérer. Un dernier facteur, c'est la durée, mais non pas la durée de l'activité pédagogique, mais la durée de l'activation dans le cerveau. Combien de temps les neurones liés à l'apprentissage seront-ils activés? Donc, plus on essaie d'optimiser ces trois facteurs-là, plus ça favorise l'apprentissage. Vous le disiez tantôt, l'important, ce n'est pas la durée des activités pédagogiques. Donc, si on planifie des activités d'apprentissage très longues, mais où les moments d'activation sont peu nombreux, il faut être prudent par rapport à ça. Je vous donne 3 exemples. Premier exemple, c'est lorsqu'on demande aux élèves de résoudre un problème qui est contextualisé dans une situation complexe. Quand c'est une situation complexe, par définition, ça demande du temps pour lire, comprendre, intégrer la mise en situation.
Et ensuite, se faire un plan de match et mettre en application ce plan de match-là dans le but de résoudre le problème demandé, par exemple. Et là, vous voyez le problème que si notre objectif, par exemple, c'est que les élèves apprennent à additionner des fractions et qu'on le fait via une activité complexe qui demande 5, 10, 15 minutes, par exemple. Mais si durant ce 10-15 minutes-là, il y a seulement quelques minutes ou quelques secondes au cours desquelles les élèves vont activer les neurones liés à l'addition de fractions, la consolidation des réseaux de neurones qui permettent cette tâche-là, additionner les fractions, va être très peu mobilisée. Donc, l'activité va durer 10-15 minutes, mais la durée d'activation liée à l'apprentissage visé va être à ce moment-là beaucoup plus limitée. Même chose dans des activités d'apprentissage par la découverte. Par définition, découvrir demande du temps. Il faut chercher, il faut fouiller, il faut intégrer l'information. Et à ce moment-là, il faut se poser la question, sur la durée totale d'activité, combien y aura-t-il de temps d'activation? Et s'il y en a très peu, là, il va falloir être prudent, c'est-à-dire qu'il ne faudra pas juste planifier ce type d'activité pédagogique pour optimiser le temps d'apprentissage, le temps d'activation. Un dernier aspect, c'est lors du travail en équipe. Le travail en équipe peut avoir des avantages intéressants pour l'activation des neurones. Par contre, il faut être prudent parce que si un travail en équipe nécessite, disons, une vingtaine de minutes de discussion, d'organisation, si durant ce 20 minutes-là, il y a un seul membre de l'équipe qui participe, discute, organise, ça va être pas mal le seul qui va avoir un bon nombre d'activations dans son cerveau. Donc, ce type d'activité-là, ce n'est pas nécessairement une mauvaise idée, mais il faut bien l'organiser et le planifier pour s'assurer que chacun des membres de l'équipe va pouvoir, un certain nombre de fois, activer les neurones liés à l'apprentissage visé. Bref, ce type d'activité, on peut tout à fait l'intégrer dans notre séquence pédagogique en ayant conscience des limites dans ce contexte de mise en application de l'activation neuronale répétée. Pour en savoir plus sur cette question et sur comment on peut optimiser la planification des moments d'activation, vous pouvez jeter un coup d'œil aux pages 59 à 61 de ce livre « Activer ses neurones ». Dans la prochaine vidéo, on voit une deuxième stratégie pour mettre en application l'activation répétée, c'est d'éviter les entraînements prolongés. On va voir que les entraînements prolongés ont des effets qui ne sont pas susceptibles de favoriser l'apprentissage. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite donc à cliquer sur la cloche de notification. J'essaie de diffuser une vidéo à peu près toutes les 2 semaines, mais malheureusement, mes autres engagements font en sorte que je ne suis pas toujours capable de le faire. Et si bien que si vous voulez être prévenu donc, de l'arrivée de nouvelles vidéos, vous pouvez utiliser cette fonction qui est disponible. Et sinon, si vous avez des questions, des commentaires ou même des suggestions, je vous invite à les laisser sous la vidéo. Merci beaucoup, à bientôt.